Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha Duroisin, je fais partie du GT Pilotage. Le GT Pilotage m'a mandaté donc pour réaliser une petite présentation concernant la proposition d'un cadre théorique prenant appui sur des recherches menées en didactique pour préparer au mieux les travaux relatifs à la mise en place de la RFIE. Et donc, je vais me baser sur les travaux que nous menons, que mène en fait l'équipe CAPT de l'Université de Mons pour vous expliquer un peu les différents concepts sur lesquels il faudrait mieux que nous nous mettions d'accord pour que nos travaux se passent du mieux possible. Alors, ma présentation est composée de deux parties. Une première partie permettra de mieux comprendre les concepts théoriques et une deuxième partie concerne la mise en application de ces concepts pour préparer au mieux les travaux RFI. Tout d'abord, pour comprendre les notions théoriques, voilà, il fallait trouver une porte d'entrée et une porte d'entrée que j'ai choisie, c'est celle du nœud didactique. Alors, on en entend souvent parler, il est souvent d'ailleurs utilisé dans certains documents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est cependant absent de la littérature. Et donc, c'est un terme qui peut porter et qui crée de la confusion. Donc, pour cet exposé, je vous propose de mettre ce terme de didactique de côté et plutôt de discuter de notions qui sont associées, des notions didactiques qui sont associées, qui sont parfois peu identifiées, mais pour lesquelles il y a consensus dans la littérature. Alors tout d'abord, la notion d'obstacle. L'obstacle peut être défini, il a d'ailleurs été défini il y a déjà pas mal d'années par Martinand en 86. Il peut être défini comme ce qui est à l'origine des conceptions erronées chez les élèves. Ce lien entre les deux termes, donc obstacle et conception, permet en fait d'expliquer la présence de conceptions dites erronées, leur origine et leur persistance. D'après différents auteurs, il y a obstacle quand les conceptions nouvelles à s'approprier interfèrent avec des conceptions dites antérieures que donc l'apprenant possède déjà. Bachelard, en 1953, estime qu'un obstacle en fait, permet de caractériser une rupture séparant la pensée commune et la pensée scientifique. Et donc, on se rend compte que les obstacles jouent un rôle fondamental dans les apprentissages car ils vont exiger de la part des élèves un ajustement de leurs connaissances antérieures, leurs préconceptions, pour résoudre justement des contradictions entre des connaissances qui sont erronées, donc des conceptions erronées et de nouveaux savoirs à apprendre. La notion de nœud d'obstacle, qui est différent du nœud didactique dont je vous parlais pour introduire le propos. Il faut savoir que les obstacles que je viens de préciser, eh bien, ils vont le plus souvent fonctionner en nœud d'obstacle, aussi appelés par d'autres auteurs des réseaux d'obstacles. C'est-à-dire donc qu'il va y avoir en fait plusieurs obstacles dits complémentaires qui vont converger et s'imbriquer au niveau d'un même contenu et ainsi former un niveau supérieur de complexité. Donc au fur et à mesure de l'apprentissage, l'élève, l'apprenant va être confronté à un obstacle particulier, à plusieurs obstacles particuliers qui vont en fait entretenir des liens entre eux et qui vont constituer ce nœud d'obstacle ou raison d'obstacle. À côté de cela, donc c'est une notion en fait qui est apparue directement quand j'ai parlé d'obstacle, eh bien il y a cette notion de conception. Cette notion de conception a beaucoup été investiguée dans la littérature assez tôt hein, aussi. Gerdan et Derecki, eux, disent qu'une conception, c'est un ensemble d'idées coordonnées, d'images cohérentes qui vont permettre d'expliquer des choses et qui sont utilisées par les apprenants pour raisonner face à des situations, problèmes donnés.
Et donc, il s'agit en fait, pour Astolfi et ses collègues, de connaissances déjà présentes chez l'apprenant au moment où une notion est enseignée. Et ces connaissances déjà présentes vont être susceptibles d'influencer, parfois favorablement, parfois négativement, les apprentissages. Tout dépend en fait de cette conception, si elle est correcte, si elle est erronée ou si elle est incomplète. Et donc, vraiment, voilà, Jordan et les collègues vont mettre en évidence que parfois les conceptions peuvent être proches ou éloignées de la réalité, mais que dans beaucoup de cas, ça fait sens pour l'élève. Donc, eux vont s'approprier ces conceptions parce que ça va être, à un moment donné, la possibilité pour eux d'expliquer un phénomène ou un autre concept. Alors, en fait, quand les élèves font face à des conceptions incomplètes ou à des conceptions erronées, alors ils vont réaliser des erreurs au fur et à mesure des apprentissages proposés. Alors, la notion d'erreur, elle a été aussi pas mal définie par différents auteurs, dont Fayol. Alors, cette notion d'erreur a été définie par bon nombre d'auteurs, dont Fayol, qui nous dit que l'erreur est une réponse non appropriée à un type de problème rencontré, qui survient notamment lorsque sont utilisées des conceptions et des modèles mentaux inadéquats ou incomplets. Des erreurs types peuvent se produire. Les erreurs types, ce sont en fait des réponses non appropriées à un type de problème rencontré, mais qui sont en fait recueillies de manière systématique ou quasi systématique auprès d'un large panel d'apprenants. Alors, exemple de définition et exemple en fait d'erreur type qui prend appui sur les différentes notions que je viens de vous présenter. Dans l'apprentissage, par exemple, des fractions, et plus particulièrement dans les tâches d'addition de fractions, eh bien, si l'apprenant s'appuie sur des connaissances valides dont il dispose sur les nombres entiers, on observera chez lui la présence d'une conception relative au fait que pour l'addition de fractions, il faut additionner les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui donne ce type d'erreur. Alors, on en vient tout doucement à un concept qui va permettre d'englober tous ces concepts didactiques. On parlera, nous en tout cas, c'est ce que l'on a choisi, donc l'équipe CAPT a choisi de parler d'objets d'enseignement-apprentissage. Qu'est-ce qu'un objet d'enseignement-apprentissage? C'est un contenu disciplinaire pouvant renfermer des obstacles ou nœuds d'obstacles, s'il y a plusieurs obstacles qui sont reliés entre eux, qui peuvent eux-mêmes déboucher sur des conceptions incomplètes ou erronées, qui conduisent alors les apprenants à faire certains types d'erreurs dans leur production. Alors, il y a, selon nous, plusieurs objets d'enseignement-apprentissage qui doivent être identifiés de manière différente. Il existe des objets d'enseignement-apprentissage plus généraux qui portent sur des contenus plus globaux, des objets d'enseignement-apprentissage spécifiques qui portent donc sur un contenu précis. Cela veut dire qu'un objet d'enseignement-apprentissage général peut comporter plusieurs objets d'enseignement-apprentissage spécifiques. Et puis, il existe aussi des objets d'enseignement-apprentissage plus transversaux qui portent sur un contenu plus large qui apparaît dans plusieurs contenus et ou dans plusieurs disciplines. Alors, nous avons mis en relation tous ces concepts les uns avec les autres, car nous estimons que c'est là qu'il faut justement bien comprendre la hiérarchie, si vous voulez, entre ces différents concepts. Donc, on part sur un ou plusieurs objets d'enseignement-apprentissage qui donnent lieu à un ou
plusieurs obstacles, regroupés ou non en nœuds d'obstacles, qui eux-mêmes vont en fait permettre d'aboutir à des conceptions qui seront peut-être erronées ou incomplètes, et ces conceptions, elles vont donner lieu à l'élève à une production d'erreurs, notamment d'erreurs types. Ces productions d'erreurs types, elles, seront à mettre en lien avec les conceptions erronées et ou incomplètes des élèves. Ces conceptions erronées ou incomplètes seront à mettre en lien avec tels ou tels obstacles, et puis tels et tels obstacles seront ensuite, in fine, à mettre en lien avec des objets d'enseignement apprentissage spécifiques. Une application de ce modèle en sciences. Alors, pour les sciences, imaginons que l'on parte de l'objet d'enseignement apprentissage général qui est les systèmes du corps humain. Et le corps humain a différents systèmes, pour rappel, système respiratoire, système digestif, etc., etc. Ce que l'on peut considérer comme objet d'enseignement-apprentissage spécifique, ce sont les interactions entre justement ces différents systèmes. Alors, si le concept d'interaction entre les systèmes est un peu plus loin dans vos mémoires, si vous n'êtes pas des enseignants en sciences, je vous propose de visionner la vidéo dont le lien apparaît ici, et aussi via le QR code. Alors, donc, pour reprendre cet exemple concernant les systèmes du corps humain, donc, cet objet d'enseignement-apprentissage général peut être défini en plusieurs objets d'enseignement-apprentissage spécifiques, dont les interactions entre systèmes. Dans cet objet d'enseignement-apprentissage spécifique, on va pouvoir observer des obstacles bien précis, comme le primat de la perception sur la conceptualisation, la pensée catégorielle avec sous-ensemble disjoint, ce qu'on remarque chez les élèves. Et ces obstacles, ils vont alors, eux, déboucher sur des conceptions incomplètes ou erronées. Par exemple, chez les élèves, ils auront en tête qu'il n'y a pas cette perméabilité des membranes, donc il y a cette imperméabilité des membranes, ce qui va provoquer des erreurs chez les élèves qui vont considérer par exemple les systèmes du corps humain comme étant des éléments complètement indépendants les uns des autres. Donc le système circulatoire, pour certains élèves, n'est pas relié au système respiratoire ni au système digestif, ce qui évidemment pose pas mal de problèmes quand on enseigne les sciences. Une application maintenant en mathématiques sur la base de ce même modèle. On peut considérer l'objet d'enseignement-apprentissage général qui est les nombres entiers. Par rapport à cet objet d'enseignement général, on peut décliner beaucoup d'objets d'enseignement-apprentissage spécifiques, dont la notion d'opposé. Alors, on va évidemment parler ici de la gestion du signe moins. Alors, si ce contenu vous pose problème, n'hésitez pas à voir la vidéo qui est ici proposée. Donc, on part sur les nombres entiers, sur justement la notion d'opposé, dans lequel on peut observer donc des obstacles, à savoir l'incompréhension concernant, par exemple, la pluralité d'utilisation du signe moins. Chez certains élèves, le signe moins est associé à une fonction bien spécifique et la notion d'opposé, par exemple, et pas à d'autres, ce qui va poser certains problèmes, donc des obstacles pour les élèves. Et ces obstacles, ils vont déboucher ensuite sur des conceptions incomplètes ou erronées. Par exemple, le signe moins est associé au nombre négatif exclusivement et à rien d'autre pour certains élèves, ce qui va forcément provoquer des erreurs, puisque certains élèves ne parviendront pas à résoudre correctement certains problèmes. Voilà. Alors, pour aller plus loin, peut-être pour vous aider à mieux comprendre encore ces notions, je vous propose cet article qui a été publié dans les cahiers pédagogiques, une revue professionnelle par certains de mes chercheurs et moi-même. L'article, il est proposé ici, mais vous pouvez donc le télécharger notamment sur mon ResearchGate si vous le souhaitez. Alors,
Au-delà de cet article, rendez-vous aussi sur le site capte.be si vous voulez aller plus loin dans les réflexions concernant les obstacles en matière de didactique, etc. Pas mal de vidéos sont proposées et on pousse même le bouchon bien plus loin puisque nous, on travaille la différenciation des apprentissages à partir de l'ensemble des concepts que je viens de vous présenter. Revenons à la RFIE. Et lors de cette deuxième partie, je vous propose une mise en application pour préparer les travaux RFIE. Donc, comprenez en fait que je vais ici passer en revue ce qui est attendu dans le cadre des DGT disciplinaires pour la RFIE. Donc, les attendus sont les suivants. Il s'agit d'élaborer et de décrire le continuum pédagogique par discipline ou groupe de disciplines en ce qui concerne donc cette formation initiale des enseignants. Alors, l'idée est de travailler pour une discipline ou un groupe de disciplines, si les disciplines sont associées, et pour chacune de ces disciplines ou pour chacun de ces groupes de disciplines, d'identifier donc des objets d'enseignement-apprentissage qui vont permettre, in fine, la définition d'un continuum de formation. Les réflexions et travaux menés serviront à alimenter le travail en interinstitutionnel et le travail qui est ici demandé n'a pas d'autre statut que celui-là. Les travaux réalisés en institution devraient, in fine, permettre d'enrichir mutuellement donc les discussions interinstitutionnelles afin, in fine, de pouvoir afficher un programme de formation unique. Alors, la méthodologie est donc la suivante. L'idée est de partir d'une ou plusieurs disciplines, donc de l'expertise collective, de partir aussi des intitulés de compétences, les nouveaux référentiels, les programmes d'études actuels, mais aussi toute autre information que vous jugez utile en tant que formateur, qui proviennent des manuels, des comptes rendus de recherche, etc., etc. Ouais, tout cela doit être utilisé pour justement identifier des choix d'objets d'enseignement-apprentissage qui soient généraux, spécifiques et ou transversaux. Une fois que cette identification a eu lieu, alors l'objectif sera de regrouper ces objets d'enseignement-apprentissage identifiés pour créer un intitulé dit générique. Donc vous voyez que vous avez bien trouvé des objets d'enseignement-apprentissage généraux, transversaux, spécifiques parfois. Voilà, vous avez tout un tas d'objets d'enseignement-apprentissage avec de différents niveaux, on va dire, généraux, spécifiques, transversaux. Vous allez évidemment bien tout considérer les uns par rapport aux autres pour, in fine, créer un intitulé générique bien spécifique qui va donc porter sur 1, 2, 3 objets d'enseignement-apprentissage distincts. Alors, l'idée est ensuite de proposer justement un continuum pédagogique et de mentionner les prérequis et corequis. Donc, vous avez toute une série d'intitulés, vous les avez mis en évidence, et bien ensuite, il faudra les proposer dans un certain ordre en indiquant à chaque fois pour chacun des intitulés s'il s'agit de prérequis, de corequis, etc., etc. L'idée est donc d'aboutir à une proposition, un continuum. Alors, les objectifs à plus long terme sont les suivants. Suite à ces 3 premiers objectifs et au terme évidemment de concertation interinstitutionnelle, chaque GT disciplinaire devra donc déterminer le volume horaire en termes de crédit de chacun des objets d'enseignement-apprentissage libellés, d'une part, et d'autre part, de spécifier pour chacun des objets d'enseignement-apprentissage si l'enseignement doit être centré sur le contenu. Dans ce cas-là, on parlera d'AA, de renforcement disciplinaire, et ou sur la didactique, et dans ce cas-là, on parlera d'AA, de didactique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Évidemment, je nous souhaite, puisque je serai aussi impliquée dans ces groupes de travail, un bon travail et de bonnes réflexions ensemble.